familles heureuses se ressemblent toutes. J'avais 20 ans. Les familles malheureuses C'est une sont vérité malheureuses, universellement chacune à reconnue leur façon. qu'un célibataire pourvu Ça a d'une débuté belle comme ça. fortune Chen doit avoir tenterait-il envie de de se lever la marier. moustiquaire? Longtemps, Aujourd'hui, je me frapperait-il suis au couché de travers? bonne heure. Ou peut-être hier, je ne sais pas. C'était à Mégara, La première faubourg fois de qu'Aurélien vit Bérénice, dans les jardins il la d'Amilcar. trouva franchement laide. Les bonnes feuilles. Je me masturbais quand mon père m'a appelé. J'avais pas la force de me lever pour baisser le son du porno. Il y avait même un chien joyeux comme un jaune ours et une femme qui avidement gobait son sperme. C'était long, il frémissait, gueule souriante. La femme parlait en allemand, puis en français, puis elle s'est allongée, les jambes en l'air écartées comme pas possible. Elle riait, caressant le ventre de cet ours chien, qui léchait mélancoliquement la plaie fumante. Et là, mon père a appelé. C'était la deuxième fois depuis la mort de ma mère qu'il m'a appelé. Et là, ils se sont mis à chanter, là, sur l'écran, 2 types, 3 femmes et l'ours chien. Avant, c'était en anglais, les chatteries « Oh my God, fuck me, oh, to nobody, glad, I'm, oh, fuck me ». Et puis, ils se sont mis à chanter. J'ai écouté mon père respirer, puis parler, puis choisir ses mots. Il n'arrivait pas. À la fin, il n'arrivait plus à parler. Il respirait, oui, respirait de plus en plus profond. Il descendait bas, très bas, plus bas que la terre. Il voulait poursuivre la route de sa femme. Il expirait la nuit, mon père. Chez lui, il faisait nuit, nuit profonde, nuit des sous-terres, et lui, il expirait la douleur. Je suis pas fou du tout. D'un seul coup, j'ai entendu mon père chanter, tout doucement, il chantonnait. Je suis pas fou, non? J'ai entendu mon père chanter. Sur l'écran, eux, ils chantaient. Les 3 putes et leur mec et mon père. J'ai écouté, dans le combiné, la voix de mon père chanter. C'était la nuit. Il y avait des pi, pi, pi dans le combiné. Il avait dû raccrocher. Pi, pi. J'ai dû les entendre longtemps. Mais ce chant continuait, il n'arrêtait pas. Là-bas sur l'écran, il n'arrivait pas à ne plus chanter. J'étais assis, je me souviens bien, très bien de cette longue nuit. J'entendais de l'écran « Pas d'amour, fuck me God, bouffe-moi, God me ». Elles murmuraient tout doucement et plus fort. Seules elles sont, seules, sans homme, ni père, ni frère, ni fils, chantent. Ce chant qui contamine, ce chant qui fratricide, les yeux fermés, elle chantait. Seuls nous sommes seuls, pas d'amour. Elle hurlait, ah, pas d'amour, ouh, au froid, quel froid, chante elle. Quand le froid est pour toujours, quand il ne reste que chanter, pas d'amour. Je me suis retrouvé assis en pleine nuit. Elle était partout la nuit. Jamais j'ai passé une nuit si longue. Elle était si partout, dans le jeûne de mes poches, devant moi et derrière, sous mes pieds, sous les ongles de mes cheveux, les racines de nuit dans les graines de mes cheveux. Cette nuit, je me suis noyé dedans. C'est bon. Dimitri Bortnikov, votre prochain roman s'intitule Repas de mort. Vous êtes russe, vous écrivez en français, et je me demande dans quelle mesure le fait d'écrire dans une langue qui n'est pas votre langue maternelle rend plus facile le fait d'écrire de manière crue. Ah bah parce que c'est devenu ma langue paternelle, le français. Ça veut dire, ma mère est morte, donc je parle en français maintenant, j'écris en français. Je coupais, c'est pas moi, c'est la mort qui a coupé le cordon. Et il faut apprendre à parler autrement, parce qu'on ne peut pas continuer à parler la même langue qu'on a parlé après la mort. En quelque sorte, pour moi, le français, c'est ma langue paternelle, si on peut dire ça. Je commençais à parler français, et c'était ma deuxième naissance, ici en France. Parce qu'il faut mourir quand vous arrivez quelque part pour renaître dans le pays où vous êtes venu. Il faut mourir dans le pays d'où vous êtes parti. Je suis mort ici et je suis ressuscité ici. Et c'est la langue paternelle, vous pensez, qui vous donne une part de votre formidable liberté d'écriture ? Les hommes longtemps oppressés par leur mère,
quand elle se déchaîne, ça c'est vrai, ça c'est vraiment la liberté. Les garçons qui ont subi la mort de leur mère, ils n'ont rien à perdre parce que tout est déjà perdu. Ils ont tout à gagner. C'est pour ça, après la mort, on devient libre. Et la liberté de l'écrivain, là-dedans. Et la liberté de dire ce qu'on a vécu, de témoigner, Oui. Est-ce que vous êtes conscient qu'au fond, cette première phrase que je vous redonne, je me masturbais quand mon père a appelé, ça pourrait devenir une phrase mythique, une entrée dans le roman absolument mythique? Vous savez, la vie est mythique, la vie est déjà très symbolique, parce que tous les garçons qui masturbent, à mon avis, tous les garçons ont dû avoir ce désir de se tripoter. Ils avaient peur que soit leur mère, soit leur père qui les dérange. Parce qu'on a peur d'être dérangé, parce qu'on est tout seul. Quand on se masturbe, on est tout seul. Et quand une femme lit ça, chaque femme devient une mère quand elle lit cette phrase. Et chaque garçon, chaque homme, chaque père devient un garçon quand elle lit cette phrase. C'est ça qui est incroyable. Et pourquoi ça commence comme cela? Parce qu'il faut bien que ça commence... Il paraît que ça commence bien. Hein, mais à mon avis, ça ne pourrait pas commencer autrement. Parce que ce livre m'est venu à l'esprit par la dernière phrase. Qu'il brise ma tasse pour que je revienne plus. Enfin mort, je serai bien fatigué, bien loin. Ça sera la fin finie et je reviendrai plus. Ça veut dire tout sera fini. Voilà. En fait, c'est le moment d'orgasme. Ça fait penser à Céline, ça a débuté comme ça a commencé comme ça. C'est précisément l'incipit célèbre. Oui, Voyage au bout de la nuit. j'ai jamais lu Céline, vous savez, ça me tente pas du tout. J'ai entendu quelques entretiens, c'est un homme qui a dû souffrir beaucoup. Il avait un destin. Maintenant, c'est fini. Maintenant, on n'a plus de destin. Pareil. Maintenant, il faut payer. Il a dit une chose très importante. Il faut payer. Ça, je suis d'accord. Il faut toujours payer pour l'écriture. Parce que maintenant, tous les scribouillards, ils pensent qu'avant 30 ans, c'est bien, c'est l'écriture qui donne un sens à notre vie. N'est-ce pas? Après, quand elle commence à vieillir, Bistouquette ne fonctionne plus, rien ne fonctionne. Elles disent, merde, qu'est-ce qu'il faut faire? L'écriture ne marche plus non plus, parce qu'elle est gratuite. Donc, à mon avis, il faut renverser la chose. Ça veut dire, il faut que c'est votre vie qui donne un sens à votre écriture, après 30 ans. Sinon, c'est rien, c'est gratuit. Vous écrivez en français, mais est-ce que vous vivez comme un auteur russe? Non, je me suis complètement contrebandé ici. Je ne vis pas en russe ici. Même la liste de mes courses, j'écris en français. Betterave et tout non, ça. Mais votre rapport à la littérature, est-ce que c'est d'abord un rapport à la littérature russe? Non, j'ai pas de rapport à la littérature. Rien du tout. Parce que je voulais jamais être écrivain. Je voulais être médecin. C'est rien, c'est venu comme ça. Je suis désolé d'être écrivain. Mais si il faut être écrivain, il faut être meilleur. Il faut rendre les autres illisibles, complètement. Et les écrivains qui écrivent la littérature ne m'intéressent pas du tout. Parce qu'ils pensent que le plus important, c'est d'entrer dans la littérature. Mais non, il faut en sortir. Il faut sortir de la littérature pour écrire des choses qui sont valables. Un petit peu plus qu'une génération. Et non, je ne fais pas la littérature. Vous voulez dire qu'à moins de cette radicalité, il ne faut pas écrire du tout? Ah non, pas du tout, non. Il faut être radical, des deux côtés. Soit arrêter d'écrire, y vivre, mais arrêter consciemment. Se couper un bras, c'est tout. Comme Cervantes. Couper un bras, c'est tout. Il ne plus jamais écrire. Ça sera un meilleur roman. Parce qu'il faut être radical. Il faut être radical comme Rimbaud. Parce qu'il a vu la fenêtre par laquelle il a sauté, et tout le monde voyait un mur. Mais lui, il a vu une fenêtre. Il est parti par cette fenêtre. Les autres poètes, ils voient le mur. Au moins, ils voient le mur. Ils ne voient pas la fenêtre, mais ils voient le mur. Moi, je vois la fenêtre. Au moins, je peux me couper le bras et ne plus. Et ça sera la vraie littérature. Alors, si vous avez un rapport totalement individuel et unique à la littérature, est-ce que, par exemple, vous avez un rapport aussi fort à la musique? Oui.
J'aimais beaucoup. Toute mon enfance s'est passée avec la musique classique. Parce qu'on avait une espèce de radio. Il y avait deux programmes. La nuit, le soir, j'allumais la radio et j'écoutais la musique. Pour la première fois, j'ai écouté Bach de Ludwig. J'ai tombé. J'ai tout de suite compris que c'est quelque chose d'extrêmement particulier. La façon. C'est ça qui compte. Vous écrivez en musique? J'écris jamais la musique, mais j'ai un rapport spontané, parce que je suis chanteur, j'ai un rapport spontané, presque rapport d'un animal qui sent le rythme, tout est rythme. Il suffit 3 mouvements répétés, c'est déjà. Est-ce que vous écrivez en écoutant de la musique? J'écris vous savez, tout le monde parle par les oreilles, parce qu'on ne parle que de ce qu'on a déjà entendu. Il faut casser ce système-là. Il faut parler par la bouche. Il faut tellement spontané, tellement sensible que l'autre soit contaminé, respire avec lui. Ne sente pas la frontière entre son et c'est ça la musique. Est-ce que le rythme de vos phrases, est-ce que le rythme de votre roman vous fait penser à un rythme musical et lequel? Ça doit être chronique. S'il y a un rythme. Vous voulez poursuivre la lecture? Quel enfer! Je me demande pourquoi je me parle lorsque je me demande pourquoi je pratique les femmes aussi pour une chose précise. Pour une chose précise, je ligote les gens, les femmes avec les gens, je les lis face à face, voilà la danse, ce belge ou du Natacha et tout. J'avais besoin d'une femme, je me rends encore besoin, oui, pour moi aussi, un local à peu près stable, sans placard, un pigeonnier pour finir mon prix, puis je vais me faire. Je peux vivre avec un homme, flocon d'avoine, un percheron, un âne, flocon d'avoine, juste une nuit. J'arrêterai mes études, je vais tout arrêter, le café, que de vous, jamais sur la terrasse, jamais plus, et puis que je crève, merci. À la fin, je serai un autre, oui, mais après, pas tout de suite. Tu parles de changement, quoi, d'un vrai changement. Tu veux que je change, d'accord, non? Que quelqu'un vienne, oui, il faut que ça change. Il faut que quelqu'un change. Ça, oui, ça change. Mais pas tout de suite. C'est pour les jours à venir, pour les jours. Là, j'ai besoin d'une niche pour finir tout intitulé. Et puis, je débarrasse les bruits. Un lieu caché, si une bête ensemble, mettre ensemble, lourd de l'air, égoïste, je cherche un lieu pour accoucher. Trop de nuit. Tu dis que je suis enceinte de la nuit. Viens, viens. Alors ma nuit accouchera de la lumière. Tu dis que je suis malade. Peut-être pas. C'est quand on est malade, c'est une chose. Mais quand on ne se souvient plus de la santé, c'est une autre. Est-ce que vous voulez bien simplement nous relire la première phrase de votre roman? Je me masturbais quand mon père a appelé. Les bonnes feuilles de Dimitri Bortnikov par Sandrine Kremer, Claire Poissignon, Claude Nord, Philippe Palarès et Isabelle Huyel.